C'est l'un des événements les plus attendus de l'été. Cette année encore, des dizaines de milliers de fêtards du monde entier se sont retrouvés dans le désert du Nevada pour la plus grande rave du monde, le Burning Man. Ce festival d'une semaine qui s'est achevé ce lundi se tient tous les ans depuis 1986. Il est facilement identifiable au Man, cette statue géante brûlée durant la dernière nuit. Au-delà des costumes, de la musique et de l'esprit ambiant de liberté, le Burning Man, c'est avant tout le lieu idéal pour créer de l'art avec un nombre indescriptible de projets, tous plus créatifs les uns que les autres. Mais cette année, le festival n'a pas attiré que des fans, des hordes d'insectes se sont invités à la fête. Il en faudra plus pour décourager les festivaliers. Cette semaine dans Focus, on vous emmène au Nevada. Bonsoir, nouveau numéro de Focus, merci de votre fidélité. On les appelle les burners, ces nouveaux pèlerins de la contre-culture américaine qui se rassemblent chaque année, durant la dernière semaine du mois d'août, dans le désert de Black Rock pour le festival Burning Man. Techno, nudité, création artistique, vie en communauté, voilà ce que viennent chercher ces fêtards pendant une semaine avant de brûler à la fin de ce festival, ce grand mannequin de 12 mètres de haut. Alors on est ce soir en ligne avec Fraser Mac, c'est un inconditionnel de Burning Man, il nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Bonsoir Fraser. Super, merci pour l'invitation. Alors Fraser, qu'est-ce qui rend ce festival si unique selon vous? Je ne connais pas vraiment d'autres festivals comparables, mais en tout cas c'est mon 10e festival et mon 2e Burning Man. Mais à mon sens, il n'y a pas d'autre festival au monde qui célèbre la liberté comme ça. Au Burning Man, vous pouvez être qui vous souhaitez. Je pense que c'est le lieu pour que les gens puissent juste se libérer des jugements qu'ils ont dans le vrai monde. Même si c'est marrant parce que je pense que le Burning Man appartient aussi au vrai monde. Mais oui, il n'y a rien de comparable. Les gens ne se jugent pas les uns les autres. Je pense que c'est un vrai sens de la communauté qui règne au Burning Man et c'est ça qui le rend différent. Alors chaque année vous êtes des milliers à revenir dans ce désert du Nevada. Certains parlent de magie. Vous y croyez? Bien l'année dernière, lorsque je suis allé au Burning Man, je m'y suis rendu tout seul. J'avais un ami qui devait y aller et ça s'est fait 2 jours avant. Je suis arrivé au Burning Man, je suis sorti du van pour fumer et je me suis retourné et le van était parti. Et je me suis dit, oh mon Dieu, mais où sont mes potes? Et à ce moment-là, j'ai vu un type et il m'a dit, mais de quoi tu parles? C'est moi ton pote. Il m'a récupéré dans sa camionnette, il m'a donné des vêtements chauds, puis il m'a prêté un vélo et il m'a fait visiter alors que c'était un étranger total. Et pour moi, c'était incroyable car lorsque vous vous promenez à Toronto ou dans la plupart des grandes villes, vous voyez des gens qui vont travailler tous les jours, des anonymes, et vous ne pensez pas aller leur parler. Et au Burning Man, vous rencontrez des étrangers et ils vous prêtent leur vélo. C'est vraiment incroyable. En fait, c'est comme ça que le monde devrait être. C'est fou parce que c'est un festival qui est créé par de simples gens, donc ce que l'organisation du festival apporte sont les rues. Mais toutes les structures d'art sont faites par les participants, et ça c'est fou. Allez, dernière question, Fraser Mac, le festival fêtera l'année prochaine ses 30 ans. Parlez-nous un peu de son histoire, comment tout ça a commencé finalement? Oui, je sais que ça a été fondé par un type qui s'appelait Larry Harvey à San Francisco. Il s'est mis en tête de construire cette énorme structure et il a rassemblé pour cela, je pense, 25 amis. Ils sont descendus à la plage et au final, ils ont brûlé ce man. Au fil du temps, ça s'est agrandi de façon exponentielle et maintenant, je pense qu'on est 75 000 personnes qui viennent. Ça s'est transformé de ce feu de joie à Black Rock à quelque chose de presque mondial. Il y a près de 50 burns régionaux tout autour du monde. Et ils ont mis en place une ONG, Burners Without Borders, qui aide les gens à se remettre des catastrophes naturelles ou des pays en crise. Ils y vont volontairement et passent des mois à donner un coup de main. Donc c'est bien plus qu'un festival, c'est plutôt une façon de vivre, ce qui est assez fou. C'est plus ou moins ce que je sais de l'histoire du festival. Fraser Mac, merci pour toutes ces explications. On vous retrouvera sans doute l'année prochaine au festival. Merci beaucoup. Le mariage à la mairie vous paraît trop ringard? Qu'à cela ne tienne, vous trouverez certainement votre bonheur à Las Vegas. Formule Elvis avec un sosie du chanteur en guise de prêtre ou formule film d'horreur si vous préférez les vampires. À Las Vegas, l'industrie nuptiale est même devenue le 2e secteur économique derrière le jeu. Pour en parler, on va tout de suite retrouver dans la Sin City Ron Decker. Il est propriétaire de la chapelle Viva Las Vegas. Bonsoir Ron Decker. Alors, le nombre de licences a diminué ces dernières années, paraît-il. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi?
Vous savez, je ne suis pas sûr de cette baisse de licence, pour être tout à fait honnête avec vous, Cyril. En ce qui nous concerne, les affaires restent à peu près les mêmes, entre 4 500 et 5 000 mariages par an, ce qui fait environ 4 à 500 par mois. Notre clientèle ici, à Viva Las Vegas Wedding Chapel, eh bien probablement 50% des cérémonies sont en fait un renouvellement des vœux. Donc grâce à ce pourcentage, on maintient plus ou moins les mêmes chiffres par rapport au passé. Les couples qui viennent nous voir célèbrent leurs 10, 15, 20 ou même 50 ans de mariage, donc ils n'auront pas forcément besoin de licence de mariage. J'ai aussi l'impression que les couples préfèrent d'abord vivre ensemble, expérimenter un peu cette vie maritale, mais sans forcément passer par une cérémonie officielle. Et ça explique peut-être cette baisse. Quelles sont, Ron, les dernières tendances du mariage à Las Vegas? Eh bien ici, chez Viva Las Vegas, on a tout un éventail de thèmes, Elvis étant le thème principal, la majorité des couples optant pour Elvis. Il s'agit d'un package qui inclut 2 chansons d'Elvis et le bouquet final, c'est la Cadillac rose d'Elvis qu'il conduisait vraiment. Une Cadillac qui vous emmène droit à l'hôtel. Vous êtes en Cadillac décapotable avec des lasers, des projecteurs, de la fumée. C'est vraiment un show et les couples en sont partie intégrante. Ça, c'est le choix le plus populaire. On a d'autres thèmes demandés qui sont Camelot, Rock'n'Roll, Égypte, mais aussi le gothique qui marche très bien. Croyez-le ou pas, ici à la chapelle, de nombreux couples aiment se marier dans un décor gothique, avec des pierres tombales, avec Dracula ou encore la grande faucheuse pour diriger les cérémonies. Tout dépend des souhaits du couple, mais lorsqu'on a affaire à une demande particulière provenant d'un couple, on essaye de la satisfaire en réalisant le personnage qu'il demande. Comment vous l'expliquez, cet engouement des couples à vouloir convoler en os dans votre ville? Eh bien, pour la plupart des gens, Vegas, c'est l'endroit parfait pour passer les vacances. Le temps est toujours beau, même s'il fait chaud. Maintenant, l'humidité est faible en comparaison au reste du pays. Et c'est pour ça que les gens viennent. Mais aussi parce que c'est simple. Vous pouvez aller directement au bureau de licence, vraiment 1 heure avant la cérémonie, et vous marier directement. Tout ça en moins de 2 heures. Pas de prise de sang, pas de liste d'attente. C'est accessible. Une licence coûte $77. Avant, ça coûtait $60 pendant près de 20 ans et ça a augmenté récemment. Donc même $77, ce n'est pas tant que ça et si l'on compare à l'augmentation générale du coût de la vie, c'est pas grand-chose. Allez, petite indiscrétion, Ron, pour finir. Est-ce que vous voulez bien nous raconter une petite anecdote, une petite histoire insolite qui est arrivée pendant un mariage que vous avez célébré dans votre chapelle? Oui, il y en a plein. Ici, à Las Vegas, on attire les couples qui sortent de la norme et qui sont un petit peu différents. Par exemple, j'ai eu un mariage où j'ai dû unir Monsieur et Madame Patate de Toy Story. Les gens se ramènent avec des mascottes, ils ramènent des peluches. J'ai vu des gens venir avec un alligator en peluche. Ça dépend vraiment de ce que les gens veulent. Mais nous, on ne va pas être la chapelle qui va vous dire non. Ron Decker, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes propriétaire de la chapelle Viva Las Vegas, dans la ville qui porte le même nom. Merci infiniment. Merci, on sera ravis de vous accueillir. Allez, comme chaque semaine, c'est l'heure du top 5 de l'info spéciale Nevada. C'est signé David Gombin et c'est en bref et en images. L'État du Nevada a négocié l'achat de 2,5 millions de munitions pour les différentes institutions de l'État au cours des 2 prochaines années. Les officiels du Nevada ont décrit l'accord comme un accord standard et un moyen de sécuriser les patrouilles routières, les groupes qui s'occupent de libération conditionnelle de prisonniers, des services d'urgence et d'autres services du Nevada. Le premier dispensaire de cannabis de Las Vegas a ouvert ses portes après beaucoup de polémiques. Euphoria Wellness a enfin reçu les accords nécessaires au Nevada il y a 2 semaines. L'ouverture intervient 2 ans après que l'État du Nevada a fait passer une loi autorisant les dispensaires de cannabis médical. Un homme californien accusé d'avoir vendu des cornes de rhinocéros noirs à Las Vegas dans le Nevada a plaidé coupable devant un tribunal fédéral. 2 autres hommes avaient déjà été arrêtés en mars 2014 pour des accusations similaires. Le rhinocéros noir est une espèce en danger et protégée par la loi aux États-Unis.
La chanteuse Céline Dion s'est produite sur scène au Caesars Palace de Las Vegas le mois dernier après 1 an d'absence. Elle avait pris une pause de ses spectacles pour s'occuper de son mari René, qui souffre d'une maladie. Le spectacle de Céline Dion est l'un des plus influents à Las Vegas. Depuis ses débuts sur place en mars 2003, elle a réalisé 913 spectacles dans la salle de 4200 spectateurs. Le Nevada a organisé sa 6e course annuelle de canards dans la ville de Reno, mais des canards en caoutchouc. 30 000 d'entre eux ont participé à la compétition le long de la rivière Truckee. Le but, accumuler 20 000 $ de donations pour les animaux sans abri du Nevada. Benjamin Siegelbaum, alias Bugsy, ce mafieux américain de la Yiddish Connection, a été le premier à construire un casino à Las Vegas. Il aurait joué un rôle, dit-on, majeur dans le développement de la Sin City. Robert George Allen y est guide et historien de la mafia. Il propose à Las Vegas une visite guidée sur les traces de la mafia. Il est avec nous ce soir. Bonsoir Robert. Merci de l'invitation. Alors Bugsy Siegel, Meyer Lansky, ce sont deux noms qui sont étroitement liés à l'histoire de Las Vegas. Pourquoi ? Eh bien, on dit que Bugsy Siegel a inventé Las Vegas, mais ce n'est pas vrai. Il s'est attribué le crédit. Vegas existait déjà, mais il s'agissait du centre-ville. Et Bugsy avait un business de câbles à Los Angeles. Il venait à Las Vegas pour le week-end et pour se détendre. Il a investi dans un lieu situé dans le downtown, le El Cortez. Et alors qu'il était en train d'investir dans cet endroit-là, il a entendu parler d'un gars qui construisait un casino au bord de l'autoroute. Il n'y avait rien là-bas, c'était l'autoroute vers Los Angeles. Et donc il est allé lui parler en lui disant « Mais qu'est-ce que tu fabriques ?» L'autre a répondu « Eh bien, je construis un casino de luxe. » Il lui a dit « Mais tu es complètement en dehors de la ville, environ 8 km du centre-ville, au milieu de nulle part. » Alors il lui a répondu « Je veux essayer d'attirer les gens d'Hollywood. » Et finalement, Bugsy lui a proposé de travailler ensemble. Ils sont devenus associés. Après 4 ou 5 mois, Bugsy l'a dégagé et il a pris contrôle du business. Il avait une copine appelée Virginia Hill. Et cette Virginie avait une peau très claire et les cheveux roux. En s'exposant au soleil du désert, elle devenait rose. Et lui, il disait « Tu ressembles à Flamand Rose ». Et du coup, un jour, il a dit « C'est comme ça que je vais nommer cet endroit ». Et c'est resté. C'est pas du tout exotique. Ça vient du teint de la peau de sa copine. Il pensait qu'elle ressemblait à un Flamand Rose. Robert, est-ce que vous diriez que la pègre est encore présente dans les affaires à Las Vegas ? Non, en fait, ils ont commencé à construire le long de l'autoroute parce que le centre-ville appartenait encore à nos bons vieux cow-boys. Et ils ne voulaient surtout pas que les gars de la mafia viennent les ennuyer en centre-ville. C'est pour ça qu'ils ont commencé à construire leur propre monde ici, à côté de l'autoroute, ce qui est par la suite est devenu Las Vegas. Bon, allez, parlez-nous un peu de la visite guidée que vous proposez aux touristes. Racontez-nous un peu les moments forts de cette visite. Eh bien, nous emmenons nos clients dans des lieux qu'ils ne connaissent pas vraiment. Et l'un d'entre eux, c'est un restaurant italien qui n'est pas un casino. Et c'est là qu'ils se réunissaient. Ça s'appelait le Bootlegger. Aujourd'hui, ça s'appelle Angelina Pizzeria. Et c'était un vrai repère. Il y avait aussi un endroit qui s'appelait Jubilation. C'était aussi un repère, mais un hôtel, pas un casino. La plupart des mafieux ne restaient pas trop dans les casinos. Ils préféraient les boîtes de nuit et restaurants, à l'écart de la bordure d'autoroute. Ils ne voulaient pas vraiment être surveillés par le FBI ou la police. La plus grande partie d'entre eux possédaient les boîtes et les casinos de façon tout à fait légale. Ce qui était illégal, c'était leurs activités sur la côte Est. Pendant des années, ils géraient leurs casinos légalement, car ils savaient bien que s'ils faisaient quelque chose d'illégal, ils perdraient tous leurs investissements. Et en plus, ils adoraient ça, faire quelque chose de légal. Les paris étaient légaux ici, et ils ont continué cette tradition. Robert George Allen, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes historien de la mafia et guide touristique. Merci. Thank you. Love to have you out here. It's a wonderful tour. It runs about 3 hours and you'll learn a lot about mob history. Vous avez toujours rêvé de conduire un tractopelle ou un bulldozer, d'être au volant d'un de ces colosses à moteur. C'est désormais possible à Las Vegas grâce à Dig10, une nouvelle attraction pour les jeunes de 14 à 114 ans. Bonsoir Watt Logan, vous êtes le directeur de ce bac à sable géant. Bonsoir, merci d'être avec nous. Merci, c'est un plaisir d'être là. Alors expliquez-nous comment ça marche sur ce faux chantier. Cet endroit est conçu pour tous ceux qui se rendent à Las Vegas et qui veulent s'amuser durant leur séjour.
Voilà, Dig This, c'est ça. Les gens viennent chez nous pour vivre quelque chose que la plupart d'entre nous ont toujours voulu faire. Donc pour eux, ce n'est que du loisir, que du fun. Alors c'est une idée plutôt originale. Comment vous est venue l'idée de créer ce site d'attraction ? Je ne suis que le gérant ici, mais le fondateur, Ed Mum, était entrepreneur dans un autre État et il a loué quelques tractopelles parce qu'il avait des travaux à faire chez lui, sur son terrain. Et c'est comme ça qu'il a pensé que cela pouvait être une façon géniale pour les gens de s'éclater. Donc il en a parlé à sa femme et ensemble, ils ont transformé la société de construction qu'ils avaient en ce que c'est aujourd'hui, Dig This. C'est une activité qui est ouverte aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Qui, selon vous, est le plus habile pour conduire ces gros engins ? Ah, c'est une question un peu délicate. Mais oui, c'est un fait. De manière générale, les femmes qui opèrent les engins ici à Dig This font un boulot plus que délicat. Et elles semblent très satisfaites d'intégrer un milieu masculin. Et parfois, les hommes ont tendance à être un peu présomptueux en disant « je fais ça sans problème », sans même écouter, alors que les femmes semblent être un peu plus à l'écoute et elles se démènent pour faire du bon boulot. Walt Logan, directeur et fondateur du site d'attraction Dig This, merci infiniment. Voilà, c'est la fin de ce focus spécial Nevada, merci de l'avoir suivi. On va se quitter avec ces images du festival Burning Man. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. En attendant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Restez curieux, vivez focus. À la semaine prochaine.